Bismillah. Ala barakatillah. Salam alaikum. Bonjour. Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis Mohamed Chiddad, représentant résident assistant, directeur des opérations du PNUD. Au nom du comité d'organisation de cet événement, je vous remercie de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à la table ronde sur la propulsion de l'écosystème de la finance digitale alignée aux objectifs de développement durable, ODD, qui est le cœur battant de la transformation digitale du pays. Cette table ronde intervient à l'occasion du lancement de l'évaluation du pays SDG Finance, Digital Finance Ecosystem, conduite par le PNUD et le Fonds d'équipement des Nations Unies. Au programme aujourd'hui, donc, nous avons les mots introductifs de Son Excellence Monsieur le Wali de Banque al Maghrib, c'est Abdellatif Jouahri. Madame la ministre des Finances, Madame Ftah Alaoui, devait être avec nous. Elle a un empêchement, elle ne peut pas être parmi nous ce matin. Suivra donc un mot de Son Excellence Madame Rita Nzour. Et puis un mot d'ouverture donc de Madame, Son Excellence Madame Awatif Hayar. Et par la suite, donc, nous avons un mot introductif de Madame Nathalie Fustier, résidente coordinatrice des Nations Unies au Maroc. Voilà, sans plus tarder, si vous le voulez bien, j'invite Son Excellence, Monsieur Louali, à donc, donner son mot d'ouverture. Ici, directement, comment vous faites? Il y a un micro. Ah, très bien. D'accord. D'abord, je voudrais vous dire le plaisir de me trouver entre uniquement des femmes. On n'a pas la ministre des Finances, mais j'ai formulé le souhait que prochainement, le prochain gouverneur de Banque al Maghrib sera une femme. Comme ça, on complétera absolument ce que fait le Maroc au titre de la politique du genre. Bien. Mesdames les ministres, Madame la coordinatrice résidente des systèmes des Nations Unies, Madame la représentante résidente adjointe du PNUD, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté l'invitation et souhaiter la bienvenue à cette rencontre dédiée à l'écosystème de la finance digitale et à son rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD. Cette table ronde est le fruit d'une collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Elle se veut une opportunité pour le débat à travers la présentation des résultats d'une évaluation réalisée dans le cas du Maroc, des expériences de certains pays comme le Brésil et l'Inde, ainsi que de la vision des instances et institutions internationales qui travaillent dans les domaines de l'inclusion financière et du digital. Notre souhait est d'avoir un échange mutuellement enrichissant pour toutes les parties présentes ici. Je tiens donc à remercier vivement les institutions qui ont accepté de contribuer aux travaux au débat d'aujourd'hui, dont en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement. Mesdames et Messieurs, depuis 2020, le monde est aux prises avec une série de chocs qui se succèdent et se chevauchent. Dans une telle conjoncture, les autorités sont naturellement absorbées dans l'élaboration de réponses conjoncturelles pour soutenir les entreprises et les ménages.
cela n'est pas nécessairement sans conséquence sur les chantiers et les réformes de long terme. À titre d'exemple, même si globalement l'agenda climatique reste au centre des préoccupations en raison des manifestations récurrentes et palpables du dérèglement climatique, certains pays ont dû ralentir leur transition énergétique dans le sillage de la crise engendrée par le conflit en Ukraine. De même, selon les Nations Unies, pour la première fois depuis les années 90, la pauvreté pourrait, en raison de la pandémie, augmenter au niveau mondial, effaçant près d'une décennie de progrès. Ces constats montrent l'importance de saisir toutes les opportunités pour faire avancer les agendas de long terme. La révolution digitale en particulier offre diverses voies pour renforcer les progrès dans plusieurs domaines, notamment en matière de réalisation des ODD. Le thème objet de nos échanges aujourd'hui constitue un cas édifiant à cet égard. Dans un pays comme le Maroc, le digital n'est pas seulement un vecteur de compétitivité et d'efficience économique, mais aussi un levier pour accélérer le développement social, en particulier l'inclusion financière. À Banque El Maghreb, nous avons totalement embrassé la transformation digitale en tant qu'entreprise et au-delà, nous œuvrons pour l'accompagnement de l'ensemble de notre écosystème pour l'accélération de la digitalisation des services financiers, l'amélioration de leur qualité et la réduction de leurs coûts. Au niveau de l'inclusion financière, nous en avons fait un levier pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière que nous avons ensemble, avec le ministère des Finances et les parties prenantes, lancée en 2019. Nous sommes convaincus que le digital permettra un rattrapage de retard en la matière au bénéfice notamment des jeunes, de la population rurale et des femmes. C'est dans ce sens que nous avons procédé l'année dernière. Nous avons procédé l'année dernière à l'évaluation de l'écosystème de la finance digitale avec l'appui du PNUD et du Fonds d'équipement des Nations Unies. Le but est de développer une compréhension approfondie des facteurs favorisant la digitalisation inclusive. Ce partenariat vise à conjuguer les efforts pour la promotion de l'inclusion financière numérique en s'alignant sur les priorités de l'agenda de développement durable et ce, à travers l'utilisation des moyens de paiement digitaux, la digitalisation des versements des aides gouvernementaux, ainsi que la vulgarisation des services financiers numériques auprès des populations les plus vulnérables. Sur les 17 objectifs de cet agenda, 13 au moins peuvent bénéficier de l'inclusion financière digitale, comme le souligne l'édition de cette année du rapport lancé par Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas pour stimuler le progrès vers les ODD grâce à l'inclusion financière numérique. Mesdames et messieurs, l'enthousiasme que suscite la transformation numérique et ses implications, dont nous découvrons chaque jour davantage l'étendue, ne devrait pas éclipser le fait également qu'elle est porteuse de risques dont certains sont de nature complexe et difficiles à prévenir et à maîtriser. Les développements que nous observons dans le domaine des cryptoactifs, à titre d'exemple, illustrent la difficulté d'encadrer de telles mutations. Heureusement, aujourd'hui, il y a une prise de conscience mondiale de ces risques et on assiste ainsi à des initiatives et à des appels à renforcer la coopération internationale et à la mutualisation des efforts dans ce domaine. Pour les pays en développement en particulier, l'enjeu reste de taille. Il s'agit d'éviter que la fracture numérique ne se creuse davantage. L'un des objectifs visés est de concevoir une réglementation qui laisse la marge pour l'initiative privée et l'innovation tout en prévenant les risques liés à la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel, l'abus de confiance des investisseurs
et des marchés. Je retrouve peut-être ma dernière page. Hein? Ah, j'ai l'impression que j'ai perdu. Si, elle est là. Voilà. Par ailleurs, la transformation digitale requiert un investissement dans le capital humain, mais aussi dans l'infrastructure numérique, avec inéluctablement une participation de l'État au financement. En ces temps de durcissement des conditions de financement au niveau mondial, la mobilisation de telles ressources peut constituer un défi important à relever. Mesdames et messieurs, au Maroc, nous aspirons à apporter notre propre contribution à jouer le rôle de plateforme régionale et continentale dans la digitalisation des services financiers au service de l'inclusion financière. C'est dans ce cadre que s'inscrit en particulier la récente visite de Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas, venue s'enquérir de près de ce que nous faisons dans l'objectif de partager notre expérience avec d'autres pays dans le cadre de sa mission de mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies. C'est dans ce sens également que nous avons organisé en 2008 déjà la première conférence régionale sur la déclinaison de l'agenda FinTech de Bali et que nous nous apprêtons à organiser avec le Fonds monétaire international le 19 juin prochain une conférence internationale sur les cryptoactifs et les monnaies digitales de banque centrale, un événement que nous avons inscrit dans le cadre de la route vers Marrakech qui abritera en octobre prochain les assemblées annuelles du Fonds et de la Banque mondiale. Ces rencontres seront un moment historique où l'Afrique accueillera à nouveau, après un demi-siècle d'absence, cette manifestation mondiale. Nous souhaitons en faire une opportunité pour porter haut la voix du Sud et hisser les priorités du continent et de la région sur l'échiquier du débat politique mondial, mais aussi une chance de mettre en exergue et d'accélérer l'agenda de développement durable, objet de notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je crois qu'on le place quelque part. Voilà. Je ne suis pas habitué au fauteuil. Merci, Excellence. Avant de poursuivre avec les autres mots introductifs, je voudrais préciser pour la suite après les mots introductifs, donc nous aurons une présentation. Si votre agenda vous le permet, je voudrais que, mesdames et messieurs, Excellence, que vous restiez avec nous pour la présentation donc, du Digital Finance Ecosystem Assessment. Il y a aussi un petit changement au niveau du programme, donc je voudrais inviter Madame la Ministre donc, de la Famille et de la Solidarité à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Madame la Ministre, Monsieur le Wali, Madame la représentante du système des Nations Unies, Monsieur le représentant résident assistant du PNUD, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أيها الحضور الكريم طبعا كل باسمه وصفته. بداية أود أن أشكر القائمين والمنظمين لهذا اللقاء الهام على الدعوة الكريمة وأن أعرب عن سعادتي لتواجدي معكم. كما أود I hope the translation is secured. Okay. كما أعرب عن سعادتي لتواجدي معكم جميعا وأود التعبير عن بالغ اهتمامي للمشاركة في أشغال هذه المائدة المستديرة التي تتناول موضوع ذا راهنية وأهمية كبرى من شأنه إغناء التجارب وتقاسم الأفكار والرفع من مستوى التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين على جميع الأصعدة في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي هذا الإطار انخرط المغرب انخرط المغرب في مسار بلورة واعتماد أهداف التنمية المستدامة 17 لتحقيق التحول الإيجابي في عالمنا.
فللتذكير تم تنظيم عدة لقاءات بين قطاعية بمشاركة منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بالمغرب والمجتمع المدني وممثل القطاع الخاص، وكان من أهم نتائجها هو تحديد الأولويات التي سينخرط فيها المغرب والتي تشكل رهانات تنموية على المدى القريب والبعيد. كما أود أن أشير إلى أن يعني الحكومة قامت أيضا بمراجعة هذه الخطة التنمية المستدامة في 2022 وأكدت على أولويات تنسجم مع الرهانات الحالية والتحديات الحالية. فأود أيضا أن أشير إلى أنه تنفيذا لتوجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انخرطت بلادنا وبقوة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يخص الشق المتعلق بنا بوزارتنا للنهوض بوضعية المرأة ومحاربة الهشاشة. كما أود أن أشير إلى أن النموذج التنموي الجديد جاء ليدعم مغرب دامج ومستدام، وهذه طبعا هي منسجمة تماما هذه الأهداف مع أهداف التنمية المستدامة 2030. كما أن البرنامج الحكومي الذي جعل من شعاره تحقيق ركائز أو تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، طبعا هذا يساهم في تحقيق عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة، سواء محاربة الجوع، محاربة الهشاشة، دعم الفئات الهشة، تحقيق السكن اللائق والعيش الكريم، وطبعا تفعيل المساواة بين الجنسين. ففي هذا الإطار وأخذا بعين الاعتبار كل هذه المرجعيات التي أشرت إليها حاليا، اشتغلت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إطار مقاربة تشاركية. يعني منذ أكتوبر 2021 قمنا بزيارة لجميع الجهات، انتهت في فبراير 2022، وساعدتنا هذه المقاربة التشاركية على إعداد استراتيجية جديدة، هي استراتيجية جسر اللي هي جرين، إذا التنمية المستدامة، انكلوزيف هي أيضا من أهداف التنمية المستدامة، سمارت طبعا نشير إلى الرقمنة عبر سمارت، لكن أهم شيء هو ذكاء الإنسان human smartness. فإذا سمارت هي هذين يعني تشير إلى هذين الهدفين. وطبعا المقاربة التي اشتغلنا عليها في استراتيجية جسر هو لتغيير المقاربة والخروج من الاسيستانة، يعني من التواكل إذا بغينا نقولوا إلى الاعتماد على النفس. ولهذا قلنا social regeneration، كيف يمكن أن نساهم في مقاربة جديدة بحيث أن الأشخاص في وضعية هشاشة يعتمدون على قدراتهم الذاتية. وهنا تأتي الأهمية للديجيتال فاينانس أو الشمول المالي من أجل مواكبة هذه الفئات. فإذا ربما غادي نرتجل. فإذا بالنسبة للاستراتيجية الجديدة لها 3 محاور. محور محيط اجتماعي ذكي ودامج، يعني تحديث المنظومة الاجتماعية في بلادنا اللي هي فيها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وقطاعات أخرى، لكن داخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لدينا التعاون الوطني، لدينا وكالة التنمية الاجتماعية، ولدينا المعهد العالي، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. فإذا أول شيء قمنا به هو الاشتغال على رقمنة المنظومة. المنظومة فيها أكثر من 4200 مركز في جميع جهات المملكة، وتستفيد من الخدمات. هذه السنة الحمد لله وصلنا ل 583 ألف مستفيد من خدمات القطب الاجتماعي، وسأعود لأشير لمدى هذا العدد يعني ارتفع هذه السنة. فإذا منظومة ذكية. فقمنا في 2022 برقمنة 300 مركز اللي ربطناها بالإنترنت واللي مكنتنا باش نسهلوا الخدمات بالنسبة للمواطن. فهذا مهم جدا. وأود أن أشير إلى أن هناك طبعا التقائية كبيرة مع وزارة التحول الرقمي، لأننا نشتغل كحكومة في إطار الالتقائية. إذا واختار يعني أخرجنا ما يسمى بالشباك الاجتماعي الرقمي الموحد، لأن عادة المستفيدين يذهبون لمركز هو للإعاقة أو يذهبون لمركز هو للنساء أو للأشخاص المسنين، ولكن إذا ذهبوا إلى مثلا امرأة في وضعية عنف ذهبت إلى مركز الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستقبلونها.
فيقولنا هذا ليس من اختصاصنا، لكن حاليا عملنا الشباك الاجتماعي الموحد، يعني ألزمنا جميع المراكز على استقبال جميع الفئات، ونقوم عبر منصة رقمية لتوجيههم للمركز الذي هم يبحثون عنه ولأخذ موعد رونديفو، يعني منذ أول تواصل لهم. فإذا هذا كان مهم جدا لتعاضد أو لميتواليزاسيون، تعاضد البنية التحتية ورقمنتها. أمر للمحور الثاني اللي هو حول طبعا فقط بالنسبه للمحور الاول، ما اننا نتكلم على الرقمنه، قمنا بتكوين المؤطرين في هذه المراكز حول الرقمنه، لان مهم جدا حينما نتكلم على الرقمنه يجب ايضا تكوين لي ريسورس هيومان، يعني الاطر والموارد البشريه بحيث يمكن ان تواكب هذا التحول الرقمي. فهذا كان منذ البدايه قمنا ببرنامج لتكوين حول الرقمنه لاطر التعاون الوطني، الوكاله وحتى الجمعيات. لدينا 3000 جمعيه تشتغل مع الوزاره، فيها اكثر من 12000 عامل اجتماعي، وكما قلت تساعدنا على توفير خدمات لاكثر من 500,000 مستفيد. بالنسبه للمحور الثاني حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي، حتى لا أطيل عليكم سأشير لبرنامج واحد مهم جدا أطلقناه، هو جسر التمكين والريادة. فجسر التمكين والريادة اللي هو جزء من كما سمعتم الخطة الوطنية، الخطة الحكومية حول المساواة اللي تم إطلاقها في 17 مارس تحت إشراف السيد رئيس الحكومة. فهناك برنامج مهم سميته التمكين والريادة لمواكبة 36,000 امرأة في جميع الجهات. وقعناه مع الجهات ومع الولايات، ورصدنا له في 2022 جمعنا درنا واحد لا لوفي دو فون اللي جمعنا فيها 300 مليون درهم. فالتكوين ديال هاد النساء، لان حنا بدينا كنسجلوهم عبر المنصات الرقميه، فبما اننا استعملنا المنصات الرقميه كنا نستهدف 36,000، حاليا فتنا 50,000. فاذا بفضل المنصات الرقميه تم تسهيل ولوج النساء في القرى في الاماكن النائيه الى التسجيل في هذه المنصات. طبعا غتقولوا وقالها السيد الوالي مشكور، يعني هناك مشكل ديال الولوج للرقمنه، فلهذا حنا اعتبرنا عملنا هايبريد ابروش، يعني اعتمدنا على البنيه التحتيه اللي عندنا ديال 4200 مركز حنا تنرقموا فيها باش النساء تاتي الى اقرب مركز وتستفيد من الخدمات الرقميه، وحتى ولو يكون عندها انترنت في البيت فهناك دائما في اي قريه هناك مركز للتعاون الوطني، فنحن نقوم برقمنته. اذا هذه الرقمنه ساعدتنا على التمكين الاقتصادي، وكان بحضور السيد الوالي ونحن في هذه الجلسه نشتغل على الشمول المالي. يعني حاليا حنا كنعملوا في التكوين ديالهم سواء في لي سوفت سكيلز او المهارات الذاتيه والحياتيه والمهارات المهنيه، لكن نحتاج للشمول المالي او لانكلوزيون فينانسيير، لان حينما تكون المشاريع جاهزه خلال 6 أشهر القادمه يجب ان تكون لديهم قروض يعني فائدة بسيطة جدا ومواكبة ل3 سنوات أو 2 سنين حتى يتمكننا من إرساء مشاريعهم. فإذا نعول عليكم ونعول على المنظومة الجديدة التي أنتم ستنزلونها حول منظومة رقمية مالية دامجة. ان شاء الله سيد الوالي يكون شرف لنا، لان محتاجين لهذا الشمول المالي ان شاء الله، خاصه عبر الرقمنه كما نحن نتكلم عليه اليوم. المحور الاخير هو حول الاسره، فاذا نحن نتكلم عن فئات هشه، هناك عدد من الظواهر، هناك العنف ضد النساء، هناك الاطفال في وضعيه الشارع، هناك يعني كما قلت لكم عندنا 583,000 مستفيد هذه السنه، وحتى في مقارنه مع 2019 و2021 اللي كانت فيه 494,000، فيعني طلعنا في 2022 ب 87,000 مستفيد جديد بفضل المنصات الرقميه. بفضل المنصات الرقميه طلعنا بواحد اكثر من 18% من المستفيدين، فهذا كان رقم قياسي مهم جدا للاشاره اليه. فاذا فيما يخص الاسره اطلقنا حاليا برامج عبر الرقمنه، دائما دابا كنستعملوا المنصات الرقميه لتسجيل برامج لمواكبه الاسره، لان لمحاربه الظواهر الاجتماعيه السلبيه سواء ضد المراه او ضد الاطفال او ضد الاشخاص في وضعيه اعاقه ما تكلمتش عليهم، حتى هما عملنا منصه رقميه ودرنا تمدرس ديال الاطفال في وضعيه اعاقه التسجيل ديالهم عبر المنصه الرقميه، وعملنا ايضا الانشطه المديره للدخل التسجيل ديالهم، لاول مره تسجل 9,000 مشروع للاشخاص في وضعيه اعاقه. مولنا في 22 60 مليون درهم ديال 1000 مشروع للاشخاص في وضعيه اعاقه، وهذه السنه غادي نمولوا 1000 مشروع اخر، يعني 60 مليون درهم اخر. فكل هذا الشيء كيدوز عبر الرقمنه، ولو لم تكن الرقمنه ما سهلناش الولوج لهاد الاشخاص في وضعيه اعاقه. باش نرجع للاسره، البرامج اللي كنشتغلوا عليها هي الارشاد الاسري والمواكبه الاسر
قبل الزواج. وطبعا حينما يؤسسون مؤسسة الزواج أو مؤسسة الأسرة بصفة عامة، لأن لدينا أسر ليست لديها أب أو أم، فهي أسر لأمهات عازبات أو لأمهات مطلقات أو لأمهات يعني هما مثلا عندنا لي فوف يعني الأرامل، عندنا 120,000 مستفيدة من البرامج. فإذا نحن لا ننظر للحالة المدنية، طبعا ننظر للحالة الاجتماعية لهؤلاء الأسر. فالمواكبة غادي تكون عبر الرقمنة، برامج لمواكبة الأسر لتحسيسهم حول دور الأب ودور الأم في التنشئة الاجتماعية للأطفال. وهذه البرامج ديال بوزيتيف بارنتين ديال يعني ما يسمى لا ميدياسيون فاميليال أو يعني كل ما يهم الوساطة الأسرية. تنشكركم السيد الوالي، يعني العربية ما شاء الله. الوساطة الأسرية. فإذا هذه البرامج كلها 90% ديالها غيدوز عبر الانترنت، لأننا حينما نتكلموا على الملايين، عندنا أكثر من تقريبا 8 المليون ديال الأسر تقريبا، فما يمكنش نوصلوا لهم مباشرة. بفضل الرقمنة يمكن أن نصل إلى هذه الأسر. وأكتفي هنا بهذه يعني المداخلة، وأختم بأننا منفتحين جدا على طبعا الرقمنة. هدف المشروع ديال جسر جرين انكلوزيف سمارت سوشيال ريجينيريشن اللي عطات كلمة جسر أو بريدج بالعربية، فنحن نعتمد أساسا على الرقمنة. ومع السيدة الوزيرة كنشتغلوا على منظومة معلوماتية لإخراج بطاقة الإعاقة اللي تعمل البنك الدولي وبعدد من الشركاء، اللي غادا تصدر في الأيام المقبلة إن شاء الله، وفيها خدمات عن بعد ويعني بالنسبة للأشخاص فضيعة إعاقة. فإذا نحن منفتحين. وآخر كلمتي أود أن أؤكد، ولكن السيد الوالي بشرني بالخير، أؤكد على ضرورة الشمول المالي وتعميمه ودمقرطته عبر المنصات الرقمية. وشكرا لكم. شكرا جزيلا السيدة الوزيرة عواطف حيار. الكلمة الآن السيدة الوزيرة غيثم الزور. شكرا. C'est déjà actif? D'accord. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Maulana Rasulullah. Excellency Governor of Bank al-Maghrib, Excellency Minister of Solidarity and Family, Mrs. Kaizoum Godub Masali, United Nations Development Program, Global Head of Digital Programming, Mrs. Nathalie Foustier, UN Resident Coordinator in Morocco, Mrs. Martine Ferrer, Deputy Resident Representative, UNDP in Morocco, Executive Directors and Directors, distinguished guests and delegates, the media, ladies and gentlemen. It's my great pleasure today to take part in the SDG Digital Finance Ecosystem Roundtable today, an opportunity to discuss how we can propel the digital finance ecosystem aligned with the SDGs on the occasion of the launching of the UNDP-led SDG Digital Finance Ecosystem Report. Digital finance is the core network for the digital transformation of any country. It can promote financial inclusion, stimulate economic growth, improve the delivery of public services, increase financial stability, and help fight climate change. It empowers all citizens to participate fully in the digital economy, stimulate economic activity, reduce poverty, and improve people's resilience in times of crisis. The promotion of financial inclusion through digital finance must therefore be a priority for all actors in the country's digital transformation. So this is an extract from the speech of His Majesty King Mohammed VI. As he said, Africa is on its way to becoming a global digital laboratory, spurred on by young people's ingenuity, creativity, and audacity. Digital technology is changing the face of our continent. We owe this digital quantum leap to young startups operating in the fields of finance, telecommunications, industry, and agribusiness, to name a few. Often, those behind this innovative process are young people from low-income segments of the population. Our young people ought therefore to take center stage in our public policies. This is the end of his speech. So this extract from the speech of His Majesty King Mohammed VI addressed to the extraordinary summit of heads of state and government of the African Union on the Continental Free Trade Area in 2018
sums up in a few words the crucial interest and the exponential scope of digital economy and its ecosystem on all sectors at the national and regional level. A digital economy driven by young startups in search of innovation, recognition of the specificity of their business and the inherent risks, but also needs for which solutions must be innovative and designed out of the box. A digital economy reliant to a large extent on digital finance as a central vector for the development of global and inclusive digital transformation. Overall, digital finance solutions offer many opportunities to promote the financial inclusion of the population in general and users of public and private services in particular. They make it possible to approach people in geographical areas that are difficult to access, as Her Excellency the Minister mentioned in her speech, to offer fast and secure services and to reduce the overall cost of the services offered while contributing positively to our environmental footprint. Digital finance can contribute in particular to the development of digital markets through access to information, the implementation of digital financial innovations to capture savings, in addition to contributing to the expansion of the investor base physical person. However, many challenges are yet to be met, particularly in relation to cybersecurity, personal data protection, interoperability, connectivity, financial stability, and digital literacy, etc. To do this, Morocco has regulatory bodies that can contribute each on its own to a structured development under new effective and efficient paradigm combining the three S's: simplicity, security, sustainability. Indeed, public actions for the development of digital finance is cross-cutting, in particular through regulation, in addition to support in terms of education, awareness, and training, support for administration and organizations, companies, corporations, associations, etc., during the digital transition towards digital finance tools. In our conception, we consider that fintech represents an excellent catalyst for innovation. It is one of the major foundations for building strong startups capable of offering solutions that meet the needs and problems of the populations. In Morocco, many advances have been made, particularly in mobile payment, which have allowed the penetration of mWallet among 7 million citizens, thanks to the licenses granted and the simplification of KYC and the conditions for adoptions by traders. Thus, as part of the digital strategy and through a particular exercise in the field, the Ministry of Digital Transition and Administration Reform, in collaboration with its partners, mainly the Bank Al Maghreb and other ministries, aim to expand the use of mobile payments by developing wide-ranging e-gov use cases, example, health, retirement, education, social assistance, etc. And this to allow wide adoption while continuing to raise awareness among users of the benefits of m-payment. And also push towards other solutions of funds and means to accelerate appropriation and acculturation. A battery of measures is planned to promote an environment conducive to the creation, development, and expansion of Moroccan fintechs. They essentially concern the adaptation of the regulatory framework in line with the existing constraints, example, sandbox and pilot experiments. The establishment of appropriate financing and support mechanisms, subsidies, fund of funds, loans, equity, etc., as well as the creation of scale innovation platforms that offer quality incubation and acceleration programs to develop fintechs in Morocco. In closing, allow me to share with you the 5 founding objectives of the new 2030 digital strategy of digital transition for Morocco, resulting from a strong and high-level vision to make Morocco a regional digital hub, thanks to digital production, to the development of national champions and the attraction of foreign investors. The first goal is to improve the quality of interactions between citizens and the administration. This is the same goal that the minister was talking about, is how to leverage digital tools
to make citizens have better access to administrative service that is easy to use, accessible, transparent, etc. We believe that digital tools can really play a crucial role to increase the trust between administration and citizens, and to make it easier for citizens to access digital administrative services. The second goal is to increase the competitiveness and attractiveness of the Moroccan economy to attract digital investments of big tech players. The third goal is to make Morocco a breeding ground for digital startups to address local needs and shine internationally. We really want to boost this digital startup ecosystem. We have startups in Morocco. We need to go to the next level to make them really play a big role international. And the fintech startups are of key interest to us because they can play a role for financial inclusion. The fourth goal is to strengthen the digital economy of the Moroccan private sector in general to meet the needs of citizens and accelerate the competitiveness of company. The fifth goal is actually a foundational goal. It's more than a goal of itself, but it's actually a key enabler, is how to train people, train more IT talent, IT professionals, because this is, for any digital transition, we actually need human resources. So the goal is to increase the number of IT graduates and professionals by orders of magnitude, is how to attract IT professionals from around the world, from Africa and around the world, to come to Morocco and work here, and also to retain them in Morocco. We don't want to have them all leave to other countries. It's really one of our main goals to retain them in Morocco, to offer for them key opportunities and key quality of life here in Morocco. We were just talking before that Morocco has wonderful quality of life, wonderful things. We need to increase a little bit and work on what they need to have them stay here and work here for Moroccan citizens, but also for Africa and other countries from here for the financial inclusion, and also for other key needs in Morocco, because digital tools can actually help administration, financial inclusion, all actually various sectors. So once again, I'm pleased to be among you today, as I'm confident that your discussions here today will contribute to the important work of advancing the UN's 13 SDGs as highlighted in 2023 report. Thank you for your attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you very much, Excellency Rita Mazzour, Minister of Digital Transition and Administration Reform. Now I would like to invite Excellency Nathalie Fustier, Resident Coordinator of the United Nations Development System in Morocco, to provide us with her introductory remarks. Thank you. Excellences, Monsieur le Wali, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, au nom de l'équipe Pays des Nations Unies au Maroc, j'ai le plaisir de prendre part à l'ouverture de cet événement qui est important pour plusieurs raisons, et certains d'entre vous l'ont déjà mentionné plus tôt. La première est que l'inclusion financière est un levier essentiel de la lutte contre la pauvreté, de la résilience des sociétés et plus généralement un levier qui participe à l'accélération de l'atteinte de l'ensemble des objectifs de développement durable. Il y a tout juste 3 ans, il y a déjà 3 ans, en pleine crise sanitaire de la Covid-19, le Maroc a réussi à verser une aide directe à près de 5,5 millions de ménages pendant les mois de confinement. Cela grâce à un processus informatisé, développé et mis en œuvre dans l'urgence de la crise. Lorsque les vaccins ont été disponibles, le Maroc les a déployés avec une célérité et une capacité organisationnelle qui reflétaient d'une part des décennies d'expérience de campagne vaccinale, mais qui devaient également beaucoup à sa maîtrise des outils numériques et à sa capacité à innover, y compris dans l'urgence. Aujourd'hui,
alors que le Maroc est en train de généraliser la protection sociale à l'ensemble de sa population, la finance digitale et inclusive demeure l'un des piliers sur lesquels repose cette réforme et qui permettra d'inclure les plus vulnérables et les plus marginalisés d'entre nous. L'innovation technologique, appliquée aux services financiers, permet aux politiques sociales de l'État de ne laisser personne pour compte, de favoriser l'autonomisation des femmes et de soutenir les ménages les plus vulnérables, mais elle favorise également l'accès au crédit et à l'assurance et à tant d'autres facteurs qui caractérisent la sortie de la pauvreté et de la vulnérabilité. Cette première raison s'attache, comme vous le voyez, à la capacité d'une technologie, lorsqu'elle est mise au service des politiques publiques sociales, d'améliorer les conditions de vie de la population. Mais pour cela, il y a des conditions. Une fracture numérique existe, principalement entre le monde urbain et le monde rural, mais également selon l'âge et le genre. À l'heure où tant de services, y compris des services publics, sont digitalisés avec succès, qu'en est-il de nos aînés qui n'arrivent pas à y avoir accès? S'agissant en particulier de l'accès des femmes aux services financiers, l'écart d'accès aux comptes financiers entre les hommes et les femmes est au Maroc à 23%, soit l'un des plus élevés au monde. Sans la sensibilisation, sans éducation financière et alphabétisation numérique, les meilleures applications de la finance digitale ne pourront être inclusives. Sans usagers informés, les meilleures infrastructures seront vides. Nos partenaires, Banque El Maghreb, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère délégué en charge de la transition numérique et de la réforme de l'administration en sont conscients. Et je veux rendre hommage à leur travail et à leur engagement. L'événement d'aujourd'hui est également important parce que la finance digitale est un moyen d'augmenter la productivité d'une économie, de réduire les inefficacités et de créer de la valeur. C'est le moyen d'accompagner la transformation structurelle de l'économie marocaine qui se tertiarise et qui a besoin d'une population mieux connectée et mieux formée à l'usage, y compris professionnel, du numérique. Pour cela, il y a également des conditions. L'étude qui sera discutée aujourd'hui et qui est le résultat d'une collaboration entre Banque El Maghreb, le PNUD et UNCDF présente un état des lieux de l'écosystème de la finance digitale et de ce qu'il faudrait encore faire pour tirer le meilleur profit de son potentiel. Je pense notamment à l'existence d'un environnement réglementaire favorable qui, non seulement supervise le secteur pour en éviter les dérives, mais qui lui donne également les incitations de nature à le faire prospérer. Je pense aussi au développement des infrastructures publiques, digitales, dont nous parlerons sans doute aujourd'hui avec nos invités d'Inde et du Brésil. Une dernière raison que je souhaite mettre en avant pour souligner l'importance de l'événement qui nous rassemble est qu'il intervient à un moment qui ne saurait être plus propice. Le système des Nations Unies au Maroc entame en effet cette année un nouveau cycle de coopération de 5 ans avec le gouvernement marocain. En étroite collaboration avec ce gouvernement et après de nombreuses consultations avec la société civile, le secteur privé et toute la variété de nos partenaires, nous avons défini les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années. L'innovation, la digitalisation au service du financement du développement font partie des thématiques transversales qui s'appliqueront à la totalité de nos orientations stratégiques, que ce soit en termes d'appui à l'entrepreneuriat, d'inclusion financière ou encore de lutte contre les vulnérabilités. Ce sont également les axes transversaux du programme pays du PNUD, ainsi que le cœur du mandat du Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF. Enfin, il y a 1 mois et demi, et certains d'entre vous l'ont mentionné, la reine Maxima des Pays-Bas, en sa qualité du mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la finance inclusive, a effectué une visite au Maroc. Son rôle consiste à être l'avocate auprès des pouvoirs publics, des régulateurs et du secteur privé, des investissements et des réformes en mesure d'approfondir l'inclusion financière. Nul doute que les recommandations formulées à la suite de sa visite apporteront une contribution précieuse à cette discussion. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous souhaite la réussite de vos travaux et vous réitère, au nom du système des Nations Unies dans son ensemble, notre volonté entière d'accompagner le Maroc sur le chemin du progrès et de la prospérité partagée. Shukran jazilan, merci, thank you.
Merci Madame la résidente coordinatrice des Nations Unies au Maroc. Sans plus tarder, nous allons passer donc à la présentation sur la SDG Digital Finance Ecosystem Assessment. Et pour cela, je voudrais passer la parole à mon collègue Simon Priot du bureau régional du PNUD, voilà, pour introduire cette partie du programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donc du coup enchaîner. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Wali, Mesdames les ministres, Madame la coordinatrice résidente des Nations Unies. Chers participants, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un sujet d'une importance cruciale pour notre avenir collectif, la transformation numérique inclusive et globale. Le Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD, est convaincu que cette transformation doit impliquer l'ensemble de la société grâce à une approche coordonnée entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. En travaillant ensemble, nous pouvons construire un sentiment d'appropriation, soutenir la conception centrée sur l'homme et la femme, atténuer les risques et établir la responsabilité. Nous avons eu le privilège de collaborer lors de cette étude avec le Maroc sur ce volet essentiel de la construction d'une économie numérique favorisant l'inclusion financière qui ne peut réussir, et ça c'est un point qu'on voit dans toutes les économies, que si tous les acteurs avancent vraiment dans la même direction. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'accueillir des représentants éminents de la Banque centrale du Maroc et de hauts représentants de différents ministères et autant de parties prenantes. Lors de cette étude, nous avons également eu la chance de nous appuyer sur l'expertise des équipes du siège du Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD, et de UNCDF. Je tiens également à remercier chaleureusement toute l'équipe du bureau du PNUD au Maroc, sans qui cette étude n'aurait été possible. Au cours de ce premier panel, de cette première session, dans un premier temps, Madame Hakima El Amani, responsable du département de la surveillance des systèmes et des moyens de paiement et de l'inclusion financière à la Banque centrale du Maroc, avec qui nous avons eu l'honneur et le plaisir de travailler, partagera son expertise en présentant un panorama de l'inclusion financière numérique au Maroc. Madame El Amani expliquera également comment cette inclusion financière contribue à la réalisation des objectifs de développement durable et présentera les perspectives d'avenir. Dans un second temps, j'aurai l'honneur de vous présenter les résultats de l'étude approfondie que nous avons réalisée, qui mettra en lumière les défis et les opportunités liées à la transformation numérique inclusive au Maroc. Cela sera un vrai plaisir pour moi. J'ai eu l'occasion, à titre personnel, de travailler au Maroc il y a une dizaine d'années sur la mise en place de la première solution du groupe postal marocain, Al-Barid Bank, avec la solution Barid Bank Mobile. Et je suis très heureux de revenir 10 ans après pour voir l'évolution justement de l'inclusion financière et du paiement numérique 10 ans après et des progrès qui ont été développés. Enfin, Najwa Soudi qui travaille, oui, et je ne me suis pas présenté, mais donc j'occupe aujourd'hui le rôle d'expert en inclusion financière et numérique au bureau régional du PNUD, basé en Jordanie pour les pays arabes. Enfin, Najwa Soudi, qui travaille au laboratoire d'accélération du PNUD Maroc, nous exposera des pistes concrètes d'innovation stratégique en matière de transformation numérique et basée sur notre évaluation de pays, SDFI, illustrant ainsi l'impact réel de cette démarche sur la vie des gens et notre société dans son ensemble. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir numérique inclusif et durable pour tous. Merci de vous joindre à nous dans cette entreprise cruciale et passionnante. Je cède maintenant la parole à Madame Hakima El Amani, responsable du département de la surveillance des systèmes et des moyens de paiement et de l'inclusion financière au sein de Banque Al Maghreb,
D'un point de vue pratique, nous prendrons les questions à la fin de la session. Merci. Merci beaucoup, Simon. Monsieur Louali, Mesdames les ministres, Madame la coordinatrice du système aux Nations Unies, permettez-moi de présenter un petit peu l'état des lieux de l'inclusion financière au Maroc. Je vais zoomer essentiellement sur cette liaison entre le digital et l'inclusion financière. Donc ma présentation, si on arrive à la voir déjà. Très bien. Ma présentation va zoomer essentiellement sur un petit peu cette stratégie nationale, le processus de sa mise en œuvre, bien sûr, avec comme le digital et la finance digitale qui est au cœur de l'inclusion financière. L'inclusion financière, comme mesdames les ministres au départ l'ont mentionné, monsieur Louali également, occupe une place centrale et déterminante pour la réalisation de nombreux objectifs de développement durable à horizon 2030. En effet, il se présente comme étant une cible de 8 objectifs sur 17. Je cite à titre d'exemple la réduction de la pauvreté, la réduction des gaps entre femmes et hommes et la réduction des inégalités. Donc, lorsqu'elle est assurée de manière responsable et durable, l'inclusion financière impulse une croissance socio-économique et favorise l'accélération des progrès. On l'a toujours dit, l'inclusion financière en tant que telle n'est pas un objectif en soi, c'est une étape essentielle pour une croissance inclusive et durable. Pourquoi? Parce qu'elle offre de nouvelles opportunités pour transformer la vie des populations marginalisées, en particulier les femmes, les jeunes, les migrants, les réfugiés, les micro, petites et moyennes entreprises, bien sûr les personnes à faible revenu et les personnes en situation de handicap et bien sûr les ruraux. La digitalisation, comme vous le voyez, présente des opportunités très importantes pour ce développement économique, qu'il faut saisir pour le développement de l'économie en général et pour l'accélération de l'inclusion financière en particulier. En effet, les compétences, les outils numériques sont de plus en plus essentiels pour accéder à des services tels que l'éducation, la protection sociale, les services financiers digitaux et bien sûr faciliter les activités commerciales et la dématérialisation des paiements. Donc la finance digitale à grande échelle favorise l'inclusion financière et stimule le PIB, puisque si cette finance digitale est alignée aux objectifs de développement durable, elle permet de créer des systèmes financiers et des économies plus stables. Elle devient véritable vecteur de changement. Elle renforce bien sûr l'inclusion financière en mobilisant davantage les ressources nationales par le biais notamment de l'épargne. Elle permet ainsi à la population vulnérable de faire face aux chocs économiques, d'accéder à moindre coût aux services financiers et aux avantages sociaux potentiels ou existants et d'effectuer, bien sûr, ça leur permet d'effectuer des investissements dans des opportunités économiques pouvant les extirper de la pauvreté. Ainsi, on voit à travers ce slide, je vais y aller rapidement, comment on schématise un petit peu le processus de changement que la finance digitale peut induire dans ce sens-là. En effet, la finance digitale peut renforcer l'accessibilité à moindre coût aux services financiers et aux avantages sociaux potentiels. Elle peut permettre ainsi aux plus vulnérables de faire face aux chocs économiques
et de saisir les opportunités en matière d'investissement dans des activités génératrices de revenus en particulier. Le résultat ultime, bien sûr, est la création de valeur et la mobilisation davantage de ressources pour les segments les plus vulnérables. Au Maroc, des progrès notables en matière d'inclusion financière, Monsieur le Wali, on en a parlé tout à l'heure, ont été enregistrés durant les dernières décennies, mais malgré les avancées réalisées, notre pays continue à faire face à des défis de taille dans ce domaine qui se sont accentués par un contexte assez difficile, marqué par les séquelles de la pandémie du Covid-19 et l'accentuation du dérèglement climatique. Parmi ces défis, il y a lieu de citer bien sûr les disparités qui persistent entre genres et entre les milieux urbains et ruraux, et ce malgré les avancées en la matière qui ont été également mentionnées dans le cadre de la dernière enquête Findex de la Banque mondiale. L'état des lieux a révélé, comme vous le voyez, que les ruraux, individus, entreprises sont majoritairement exclus du circuit financier formel. Il existe une forte dépendance, et ça on le voit dans le cadre des différentes enquêtes, Findex également l'a soulevé, une forte dépendance des financements et des prêts informels auprès des proches. Ces pratiques sont loin d'être sécurisées et ne bénéficient bien sûr d'aucune garantie aux protections des consommateurs, d'où l'intérêt de la digitalisation, de l'inclusion financière qui permettra d'atteindre cette cible exclue, et à ce grâce à des produits et services adaptés qui permettront d'améliorer significativement la vie de la population, notamment rurale. Je cite également la population jeune, bien sûr, qu'elle soit au niveau des zones urbaines ou rurales, pour qui les services financiers digitaux présentent un grand intérêt et peuvent constituer ce qu'on appelle une vraie game changer pour leur inclusion. Juste peut-être pour rappel, je rappelle ici un petit peu le process et le contexte qui a challengeant dans lequel nous avons été, notamment en 2016, et Banque El Maghreb, après l'initiative avec le ministère de l'économie et des finances, à la mise en place en 2019 de cette stratégie nationale d'inclusion financière, dont le déploiement est assuré en partenariat avec l'ensemble des départements ministériels et institutions du secteur financier qui sont impliquées dans le cadre de cette inclusion financière. Cette stratégie est le fruit d'un long process, parce qu'il y a eu quand même une étape de préformulation d'un diagnostic avec l'ensemble de l'écosystème en 2016, qui a une étape de formulation avec un certain nombre d'ateliers thématiques, de concertation avec l'ensemble des départements ministériels, le secteur privé, le secteur public qui a été impliqué en 2017-2018, et bien sûr la mise en place de cette stratégie en 2019 avec le premier conseil national qui a donné le go live pour la stratégie nationale. C'était en 1er avril 2019, et bien sûr l'ensemble des... C'est un comité qui, je le rappelle, est présidé par actuellement Madame la ministre des Finances, et les comités stratégiques, bien sûr, sont présidés par Monsieur Louali, et qui se base, c'est ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est ce mode de gouvernance, étant donné qu'il se base sur un certain nombre de groupes de travail et sur une coordination contenue entre la Banque centrale et le ministère des Finances. Et en contenu, bien sûr, dans le cadre de cette mise en œuvre. Alors, juste un petit rappel sur les piliers de cette stratégie, où le digital constitue un pilier incontournable. Bien sûr, la stratégie se base sur le développement de modèles alternatifs qui englobent le déploiement du mobile payment, la microfinance inclusive et bien sûr l'assurance inclusive,
comme des modèles alternatifs de l'inclusion financière. Nous avons également dans ce pilier-là l'accélération de l'inclusion financière avec les banques, bien sûr parce que le mode d'agence classique n'est pas adapté, et on l'a vu, n'est pas adapté dans certaines zones notamment rurales, ou même dans certaines zones où la densité de la population ne peut pas assurer, on va dire, la viabilité du modèle. Donc, nous voulons mettre en place des modèles alternatifs ou pousser plus loin l'inclusion financière par les banques, en se basant notamment sur le Balid Bank et le GICAM. Et c'est cette coopération aussi, mais bien sûr pousser aussi l'inclusion financière avec les autres banques existantes. Bien sûr, d'autres outils pour faciliter le financement. Nous l'avons vu, les banques ne peuvent pas servir une population s'ils ne la connaissent pas. Et s'il n'y a pas, on ne repense pas les modèles de scoring, on ne repense pas le modèle de connaissance de cette population, d'évaluation de risque de cette population, on ne peut pas les servir, on ne peut pas revenir avec des offres digitales adaptées aux besoins, d'où un certain nombre de choses qui sont dans le cadre de cet outil de facilitation des financements, et on va retrouver la revue actuelle des bureaux des crédits de bureau, de la loi qui les régit pour alimenter les informations autres que les informations bancaires, la facilitation d'autres outils de financement via le marché de capitaux, la mise en place des registres des agriculteurs, le registre des artisanats, etc. Bien sûr, la dématérialisation des paiements, et là on est et au cœur aussi la dématérialisation des paiements dans sa globalité, et dans laquelle la dématérialisation des paiements gouvernementaux est un pilier fondamental, parce que c'est cette dématérialisation qui va, on va dire, créer une envie, créer des cas d'usage pour enrôler, faciliter l'onboarding des populations les plus exclues. Et bien sûr, tout ça se base sur un pilier transverse qui est l'éducation financière, parce qu'on ne peut pas aller dans l'inclusion financière s'il n'y a pas connaissance. Les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. Donc c'est un pilier qui est transverse à l'ensemble des piliers de valoriser, renforcer les compétences financières des plus exclus. Bien sûr, et les targets de cette population se basant sur le diagnostic, c'est essentiellement les femmes, bien sûr, les ruraux, les jeunes et la très petite entreprise. Et je n'ai pas dit quelque chose qui est très important, Monsieur Louali n'arrête pas d'insister sur ça, de mettre au fait l'inclusion financière dans le cadre, parce que c'est ça ce qu'on dit, c'est mettre l'inclusion financière dans le cadre des politiques sectorielles de chaque département ministériel. Voilà. Juste rapidement sur le digital en tant que pilier, pour un petit peu synthétiser tout ce que j'ai dit. Le digital est transverse à plusieurs leviers de la stratégie nationale d'inclusion financière et inclut 3 dimensions. 1, la dématérialisation des paiements, l'accès à distance aux services bancaires et l'usage des instruments électroniques. Sur la dématérialisation des paiements du gouvernement, il consiste, en fait, la dématérialisation couvre notamment les paiements qui vont venir ou qui sont actuellement en cours du système de protection sociale, parce qu'on considère que ce levier-là peut donner une véritable impulsion au développement de la bancarisation dans son acceptation générale. Ce n'est pas juste l'ouverture des comptes bancaires, mais c'est quand je parle de services bancaires, développement de la bancarisation, c'est que ce soit l'ouverture de comptes bancaires ou l'ouverture des comptes de paiement, qui sont beaucoup plus allégés et on va dire qui répondent plus aux besoins de cette population-là. Et bien sûr, ça nous permet de réduire le cash. Dans ce sens-là, il y a eu beaucoup
d'initiatives qui sont en cours ou envisagées, notamment, j'en parlerai davantage, d'abord la dématérialisation des versements des bourses TSI. C'était un pilote que nous avons lancé, mais c'est pas un pilote, c'est le programme pour lequel il y a beaucoup de bénéficiaires, et on considère que sa digitalisation va permettre de donner une impulsion à l'inclusion financière. Nous sommes en train aussi de pousser les cas d'usage portant sur l'élargissement des réseaux d'agents de paiement avec le SIGAP du groupe Banque mondiale, et ce autour de 3 expériences pilotes au profit des étudiants, commerçants de proximité et coopératifs. Le Taysir, pour l'opération Taysir, et après la signature d'une convention avec le ministère de l'Éducation nationale qui porte ce projet, le ministère du Commerce et de l'Industrie, parce que l'idée c'est de véritablement mettre en place un écosystème digitalisé de bout en bout. Nous avons mené un pilote sur 4 localités, c'était Fès, Meknès, Azila et Ben Guerir, pour véritablement voir et tirer les leçons de ce pilote avant la généralisation qui est prévue pour cette année. Les bénéficiaires portent essentiellement c'est quand même très important, on est sur 1,6 million de bénéficiaires. Sur bien sûr la dématérialisation, l'accès à distance des services bancaires, nous avons effectué beaucoup de réformes réglementaires pour faciliter l'ouverture des comptes à distance, et notamment lors de la période Covid, et c'est quelque chose qui a été pérennisé actuellement. Nous avons également allégé l'ouverture des comptes de paiement au niveau 2, c'est des comptes qui sont capés à 5 000 dirhams, en limitant la démarche de fourniture du numéro à simple la fourniture du numéro de téléphone et de la CIN numérisée, notamment en période de crise. Nous avons également facilité la digitalisation de plusieurs points du parcours client, en mettant en place des applications mobiles pour le transfert d'argent de personne à personne et des paiements commerçants. D'ailleurs, sur le paiement commerçant, pour faciliter l'enrôlement des commerçants, il y a eu beaucoup de facilités qui ont été données. On a levé tout, plafond pour les comptes de paiement qui sont ouverts par les commerçants et qui sont acceptants du paiement mobile. Et nous avons également, pour assouplir l'enrôlement, il n'y a plus que la CIN et bien sûr la patente du commerçant qui est demandée et non plus le registre de commerce. Il y a également, et c'était très important parce qu'il y a beaucoup de réticence, étant donné que les commerçants de proximité, la plupart sont dans l'informel, nous avons également permis ou obtenu de la DGI d'avoir cette exonération totale sur le paiement, les paiements faits par paiement mobile, et ce avec un abattement, comme je l'ai dit, de 100% du chiffre d'affaires réalisé dans ce sens-là. Et bien sûr, l'abordabilité, c'est très important. L'abordabilité, donc le coût de la transaction de paiement mobile doit être le minimum possible pour faciliter l'enrôlement des commerçants, étant donné que le paiement est gratuit chez le payeur. Nous avons fixé un taux d'interchange unique par décision réglementaire, et la profession est allée vers la fixation d'un taux qui est très réduit, de 0,4% pour le paiement, et une gratuité des frais de switching qui a été mise en place à partir du 1er septembre 2022 et qui est resté bien sûr pour toutes les transactions inférieures à 30 dirhams. C'est pour donner un petit peu toutes les initiatives qui ont été mises en place pour pousser plus loin le paiement mobile. Bien sûr, actuellement, les chiffres sont à fin 2022, nous sommes à près de 8 millions de M-Wallet, sont 73
13% sont émis par les établissements de paiement. Nous avons quand même des nombres de transactions qui devient un peu plus important. On a 7,9 millions de transactions, mais dans la plupart, dans 70%, sont des paiements de factures. Donc cette brique, on va dire, de paiement auprès des commerçants, c'est véritablement le talon d'Achille, on va dire, sur lequel il faut qu'on continue à travailler. Voilà, je ne vais pas revenir, mais c'est l'opération Tessir qui est actuellement en cours. Nous avons quand même réussi à digitaliser 50% des bénéficiaires, soit près de 600 000 personnes bénéficiaires. Les cotisations CNSS, actuellement et à fin mars 2023, les établissements de paiement ont servi plus 36,1 millions de dirhams en remboursement via actuellement des mises à disposition, accompagnées par l'ouverture de comptes de paiement pour une dématérialisation progressive, parce que c'est ça l'idée, c'est de ramener les gens via la mise à disposition à ouvrir des comptes pour que les prochains déversements soient faits via les comptes qui soient bancaires ou de paiement. Et bien sûr, actuellement, avec le secteur de l'artisanat, on est sur un processus de finalisation du protocole d'accord pour l'organisation d'une tournée au niveau de l'ensemble des chambres d'artisanat pour mise en place l'accompagnement à l'inscription au registre national de l'artisanat et l'inclusion financière des artisans. Voilà. Bien sûr, je laisse la main, je ne vais pas en parler, mais nous avons signé, Monsieur Louali en a parlé, nous avons signé ce protocole d'accord qui a donné lieu à cette étude approfondie sur lequel Simon va donner les principales conclusions et recommandations. Et nous allons poursuivre d'abord sur le développement d'une stratégie nationale pour la promotion du paiement électronique, la poursuite des efforts en matière d'inclusion financière dans le cadre de la deuxième phase de la stratégie nationale d'inclusion financière, parce qu'on arrive à la fin du premier plan, fin 2023. Et bien sûr, se basant sur ces recommandations, la poursuite des efforts en faveur notamment de l'écosystème des fintech en capitalisant sur les études réalisées et en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va maintenant passer sur les recommandations principales. Donc, si vous pouviez afficher la présentation suivante. Ouais. L'idée va être d'être assez rapide et voilà, d'aller dans le vif du sujet. Le point important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on va vous présenter voilà, les éléments clés du résultat de l'étude qu'on appelle le SDFI au Maroc. Le point important, et je pense que vous avez pu scanner les différents QR codes en arrivant dans cette salle, il y a aujourd'hui l'étude qui a été publiée ce matin. Je pense qu'elle est également publiée sur le site des Nations Unies. Et là, aujourd'hui, l'idée, ça va être de vous donner, en tout cas dans un premier temps, les éléments principaux. Vous rappelez les objectifs du projet, méthodologie, on va aller assez rapidement, les principaux scores, et puis après on va surtout s'attarder sur quelles sont les recommandations et qui sont beaucoup en ligne avec ce qui a été dit précédemment, le fait que notamment il faut pouvoir développer l'inclusion financière dans les zones rurales avec un accès spécifique pour les femmes, et on va voir qu'il y a certaines mesures qui ont déjà été commencées à être mises en œuvre par différents acteurs, et donc on va réfléchir à comment aller encore plus loin. De manière assez rapide, donc là vous pouvez voir, c'est donc la méthodologie de ce rapport qu'on appelle SDFI. En quelques bullet points, vous pouvez voir, donc c'est un projet qui a été mené en collaboration avec Banque Al Maghrib. Il a été piloté, comme on l'a bien dit, avec UNCDF, UNDP et le bureau régional du PNUD au niveau des pays arabes. Et c'est une analyse qui a été faite dans de nombreux pays.
et qui analyse plus de 100 indicateurs qui sont principalement quantitatifs et qualitatifs. Donc ça nous permet d'avoir un mix en tout cas, et c'est dans ce cadre qu'on a aussi rencontré différents acteurs locaux au Maroc en juin 2022 pour essayer de bien mesurer en tout cas, de rajouter une finesse dans l'analyse du ressenti en tout cas de l'écosystème marocain. À droite, vous voyez tous les éléments qui sont analysés. Encore une fois, vous aurez plus de détails sur le rapport. Alors, les différents scores, donc là c'est le résumé des différents scores. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que ces scores, c'est pas une évaluation en fait, c'est vraiment un baromètre. Et l'idée de ce baromètre, c'est de pouvoir, dans le meilleur des cas, en fait, cette étude, il faudrait la réaliser tous les ans, voire tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, pour voir l'évolution des différents scores qui ont été listés. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on n'a aucune économie dans le cadre de CSDFI qui a un score de plus de 80% partout. Donc c'est vraiment des indicateurs qui sont à prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des indicateurs, et que c'est vraiment un baromètre qui doit nous permettre de naviguer sur l'évaluation. Alors, au niveau de la politique et de la réglementation, et là je pense que c'est ce qu'on a déjà listé, enfin ce qu'on a mentionné précédemment, on a pu voir qu'au Maroc, en tout cas, la réglementation, elle existe. La réglementation, elle existe, elle est pertinente. Il y a différentes lois. Il y a la nouvelle loi bancaire de 2016. On a beaucoup parlé de cybersécurité, de protection des données. Et ça, c'est des sujets qui sont très importants. Et aujourd'hui, au Maroc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est analysé et qui est vraiment piloté par les autorités de régulation. On peut toujours aller plus loin, mais si on compare à ce qui est fait dans d'autres pays, en tout cas, on se rend compte qu'on part sur un socle qui est très solide. Il y a une stratégie d'inclusion financière qu'on vient de voir, qui est très bien développée, avec un focus sur les femmes, avec un focus sur ce qu'on appelle le G2P, et on y reviendra un peu plus tard, comment est-ce que le gouvernement peut faire le Government to People Payments. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on permet, par exemple, on parlait des programmes Taysir, comment est-ce qu'on permet à la population non plus d'avoir accès, non plus d'aller dans le réseau postal à le barrer de banque, mais d'avoir accès à quelque chose, avoir accès à ces fonds directement sur un téléphone mobile, ce qui permet déjà dans un premier temps de plus retirer tout l'argent en une fois. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Un point assez crucial, c'est ce qu'on appelle le KYC graduel. C'est assez technique, mais c'est des choses qui n'existent pas dans beaucoup de pays. En tout cas, dans les pays de la zone arabe, le Maroc est un des seuls à avoir développé ce KYC graduel qui permet à la population d'ouvrir un compte de paiement sans carte d'identité, à hauteur de 200 dirhams. C'est ça, 200 dirhams. Et c'est en tout cas quelque chose qui est très important parce que ça développe l'inclusion financière des segments dont on a parlé précédemment, qui n'ont pas forcément accès à une carte d'identité et dont notamment les femmes, on peut aussi parler des réfugiés, des migrants qui n'ont pas forcément accès à des cartes d'identité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On verra dans les recommandations qu'une de nos recommandations, ce serait de piloter une hausse de ce plafond parce qu'on pense que c'est un tellement bel outil qu'il faut vraiment pouvoir l'utiliser au maximum pour développer l'inclusion financière. En termes d'infrastructure, on l'a dit aussi précédemment, le taux de couverture du territoire en termes de pénétration mobile est très développé au Maroc. Aujourd'hui, le challenge, j'ai envie de dire, c'est plus forcément la couverture réseau, mais c'est la couverture Internet et aussi tout ce qui est accessibilité tarifaire. À partir du moment où on va parler beaucoup de fintech, d'inclusion financière avec les smartphones, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a accès à des smartphones, à quel prix, et puis après, quel est le prix d'Internet. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on se rend compte en tout cas que le GSMA, en tout cas, indique que le Maroc peut encore faire des progrès sur ces sujets-là. Il y a la présence du groupement du paiement mobile marocain qui promeut Maroc Pay. Enfin, voilà, en termes d'infrastructure, on a vraiment beaucoup d'éléments qui sont disponibles au Maroc. En termes d'innovation, on a aussi beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, de programmes liés qui accompagnent les startups. Il y a vraiment juste
Aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'on a pu avoir, voilà, qu'on nous a beaucoup dit, le fait que les innovateurs, notamment dans les fintech, ils peuvent avoir des difficultés à avoir accès à des données. Et ça c'est un sujet aussi qui a été abordé plus tôt, mais c'est la clé, c'est comment est-ce que ces innovateurs peuvent avoir accès à des données qui, pour certaines, pourraient être publiques, privées, et donc il y a tout un écosystème à développer pour développer des solutions d'innovation via des API, via d'autres solutions. On a parlé aussi, donc il y a un aspect des skills. Aujourd'hui, au Maroc, on a des parcours diplômants existants. Ça, c'est vraiment le cas par rapport à d'autres pays. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, par contre, il y a une émigration de ces talents qualifiés qui peuvent aller dans d'autres pays ou travailler pour des groupes internationaux et qui mettent à disposition leurs talents, non plus pour le Maroc, mais pour d'autres pays. Un sujet qu'on a évidemment beaucoup mentionné précédemment, l'alphabétisation numérique et financière qui vont de pair sont très importantes parce qu'il faut garder en tête que le paiement mobile, c'est pas quelque chose qui est simple. Il faut vraiment se mettre à la place du consommateur. Il faut déjà comprendre ce que c'est, il faut déjà en entendre parler, ensuite il faut comprendre ce que c'est et après il faut réussir à l'utiliser. Et tout ça, c'est des obstacles, en tout cas, il faut réussir à adopter et à proposer des solutions marketing et d'accompagnement auprès des clients sur l'alphabétisation numérique, sur l'alphabétisation financière. Au niveau de l'écosystème financier numérique, on voit qu'il y a une évolution, en tout cas rapide, de l'adoption du mobile money. Le Global Findex de la Banque mondiale listait 1% en 2017 et on est aujourd'hui à 23% fin 2022. Donc ce qui montre effectivement qu'on est en train il y a une vraie montée en force du Maroc sur ces solutions de mobile money. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 10 ans, il y avait déjà des solutions de mobile money qui existaient au Maroc. J'aurais pu parler de Meditel Cash aussi également. Donc c'est des solutions qui existent depuis longtemps. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on réussit à aller au niveau supérieur. Pour ce faire, ce qu'on a vu dans d'autres pays, c'est que un des leviers d'inclusion financière numérique mobile, c'est la capacité d'avoir accès à des services d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas listé, on n'a pas vu de services qu'on appelle de seconde génération. C'est comment est-ce qu'on permet à la population non seulement d'avoir accès à un compte mobile money, et puis une fois qu'on a accès à un compte mobile money, comment est-ce qu'on peut avoir accès à un compte d'épargne et comment est-ce qu'on peut avoir ensuite accès à un compte de crédit dans une logique de respect du consommateur, parce qu'à partir du moment où on parle de crédit, ça pose aussi la question, comme sur la slide précédente, de est-ce que les personnes en zone rurale ont la capacité de comprendre ce qu'est un crédit, comment ça se rembourse, des choses comme ça. Pour vous donner un exemple, j'étais récemment au Kenya où le crédit numérique est très développé. Le petit crédit de $10 sur mobile money, il y a plus de 75% de la population qui a accès à ce type de crédit. Seulement, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a eu un défaut, en tout cas, de communication sur ce sujet-là, et la population n'avait pas forcément compris qu'il fallait qu'elle rembourse ses crédits. Et on a plus de 20%, aujourd'hui on a quand même 20% de la population au Kenya qui est fichée sur la centrale des risques, donc sur le crédit bureau, qui ne peut plus avoir accès à, par exemple, un crédit pour sa maison, parce qu'elle n'a pas remboursé son crédit de $10. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important en termes de protection consommateur. Enfin voilà, on indique qu'il n'y a pas de service de seconde génération, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que ce soit développé dans des bonnes conditions réglementaires. Voilà, au niveau des fintech, et donc ça c'est normal au niveau de, si on relie les solutions de mobile money à l'état de maturité du marché, on n'a pas vu de green fintech identifié au moment de l'étude. Quelque chose qu'on a beaucoup mentionné précédemment, j'accélère, c'est vraiment le gender gap. C'est quelque chose, aujourd'hui, il y a un vrai challenge en termes d'accès non seulement à un téléphone portable pour les femmes, il y a aussi un challenge en termes d'accès Internet, et ça résulte sur un accès au compte. Donc ça, c'est les données sur l'accès au compte du Global Findex de 2021.
Mais c'est vraiment un challenge supplémentaire. Aujourd'hui, quand on est une femme et qu'on veut avoir accès à un compte de mobile money, il y a tous ces challenges-là, tous ces obstacles qu'il faut vraiment réussir à combler, sur lesquels il faut avoir des procédures, enfin voilà, des politiques pour développer l'inclusion financière des femmes. Voilà, les services financiers, c'est ce que je mettais précédemment. Voilà. Voilà, on n'a pas vu par rapport à d'autres pays aussi des solutions de mobile money qui développent des initiatives spécifiquement pour les femmes, alors qu'on voit que dans d'autres pays, par exemple, il y a des approches non seulement pour les clients, mais aussi pour les agents, qui sont vraiment les réseaux d'acceptation. On va pouvoir faire les dépôts et les retraits. Dans certains pays, il y a vraiment des programmes spécifiquement pour les femmes qui leur permettent non seulement d'améliorer l'adoption au compte bancaire et aussi de créer une activité génératrice de revenus en devenant agent et faisant des dépôts et des retraits. Voilà, les services aujourd'hui qui sont les plus utilisés au Maroc sont les services qu'on appelle de première génération, et c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui la carte bancaire, et c'est la slide suivante, et encore la carte de crédit et de débit est aujourd'hui très utilisée au Maroc pour différentes raisons, parce qu'il y a aussi un réseau d'acceptation, un réseau d'ATMs qui est vraiment très développé, au Maroc. Mais ce qui est assez surprenant, et ça c'est des choses qu'on ne voit pas dans d'autres pays, c'est qu'on a une augmentation plus rapide du nombre de personnes qui vont avoir une carte de crédit ou de débit comparé au compte mobile money. Donc il y avait vraiment quelque chose de très important à faire à ce sujet-là. Et un élément aussi qu'on a vu, c'est que un élément clé pour réussir vraiment à développer l'inclusion financière, c'est d'avoir un focus sur le taux d'activité. C'est-à-dire qu'avoir une solution de mobile money, c'est bien, mais si je ne sais pas l'utiliser, si je l'ai juste enregistré et que je ne sais pas ce que c'est, ça ne me sert à rien. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un sujet de mesurer ce taux d'activité de la population qui a par exemple fait une transaction sous les 30 derniers jours, sous les 90 derniers jours. Voilà, donc vous aurez toutes les recommandations. Donc ça, c'est la première partie de l'analyse, en tout cas, de l'évaluation de l'état de maturité numérique au Maroc. Et ensuite, je vais aller assez rapidement sur les recommandations, mais on a ciblé 3 recommandations principales pour développer l'inclusion financière au Maroc. Le premier, c'est renforcer la réglementation et les actions gouvernementales. Le deuxième point, c'est améliorer la mobilisation du marché. Et le troisième point, c'est encourager l'adoption à grande échelle. Avant d'aller plus loin en termes de recommandations, on n'est pas en train de proposer des recommandations uniquement pour la Banque centrale. Et ça, c'est un point qui est important, c'est qu'il faut que tous les acteurs jouent ensemble, aillent dans la même direction pour travailler sur ces sujets-là. C'est vraiment tous les ministères, les régulateurs télécoms, voilà, c'est vraiment, tout le monde doit travailler ensemble. Il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs, aujourd'hui au Maroc, qui ont la capacité de se saisir des recommandations qu'on propose. Il y a tout un pan, en tout cas, des recommandations qui est lié aux agents. C'est-à-dire que les agents, aujourd'hui, ils ont un rôle vital, notamment en zone rurale, parce que c'est eux qui non seulement font les dépôts et les retraits d'argent, mais c'est eux qui ont aussi la capacité, enfin qui doivent faire de la sensibilisation auprès de la population. Parce que ce qu'on se rend compte sur les solutions de mobile money, et ça c'est le cas dans différents pays, c'est pas spécifique au Maroc, mais c'est-à-dire que souvent, on peut avoir une personne qui n'est pas lettrée, qui peut être âgée, qui a reçu de l'argent sur son téléphone, qui va voir l'agent, qui lui donne son téléphone, qui lui donne son code bancaire, son code de la solution de mobile money, et qui lui demande de faire un retrait. Ce qui peut amener à des abus, à des fraudes, parce que l'agent, s'il est bien intentionné, ça ne pose pas de problème. Si l'agent il est mal intentionné, il peut effectivement profiter de cette interaction pour récupérer de l'argent. Voilà, donc il y a aussi tout l'aspect qui, moi, à mon sens, est vital, c'est poursuivre la transition des paiements gouvernementaux. Ça peut être des pensions, mais ça peut être d'autres sources de paiement, vers des paiements électroniques. Et on appelle ça, en anglais, on appelle ça OTC. Aujourd'hui, il y a beaucoup de over-the-counter transfers, ce qui fait que la population, aujourd'hui, elle va retirer tout le cash, par exemple, d'une pension de retraite en une fois. Et tout le challenge, à notre avis, pour développer l'inclusion financière, c'est vraiment de permettre
que cet argent soit disponible sur un compte mobile money ou sur un compte de paiement ou sur un compte bancaire pour justement que la population utilise juste le montant de la population qui est le montant de la pension qui est nécessaire. Voilà, après il y a tout un sujet sur la qualité de service. On a pu voir dans d'autres pays aussi une restriction une régulation un peu plus restrictive en termes du nombre de formations qui doivent être dispensées aux agents pour s'assurer qu'ils font bien le travail et pour s'assurer de leur taux d'activité aussi. C'est-à-dire que si un agent ne fait plus de transactions sous 30 jours ou sous 90 jours, peut-être que ça ne l'intéresse pas et il faut peut-être penser à clôturer son compte parce que ça donne une mauvaise vision en tout cas du service pour tout l'ensemble de l'écosystème. Le point important, c'est que l'assouplissement de certaines mesures, on a parlé les seuils, le Tier 1, pour nous c'est vraiment une mesure qui est très importante, permettre d'avoir accès à un compte mobile money non plus de 20$, mais d'avoir accès à un compte peut-être plus important, c'est quelque chose qui ferait du sens. Pour vous donner un ordre de grandeur dans la zone UMOA, au niveau donc des États d'Afrique de l'Ouest, la population a accès à un compte à un équivalent de 200$ sans donner une carte d'identité. Et donc on voit aujourd'hui, c'est 200$ en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui au Maroc, c'est 20$, 200 dirhams si je ne m'abuse. Donc voilà, ça peut être en tout cas un axe d'amélioration principal. Voilà, il me reste 2 slides. Sur la mobilisation du marché, on pense qu'il y a aujourd'hui, ça pourrait être pertinent en tout cas de développer au Maroc ce qu'on appelle un bureau de l'innovation. Et ça, c'est un sujet qui a vraiment le vent en poupe, mais pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que le bureau de l'innovation et le PNUD, on est en train, au niveau du bureau régional, on travaille avec les banques centrales du Liban, avec les banques centrales d'Irak, justement pour mettre en place ce type de bureau qui doivent permettre de mettre tout le monde dans la salle, un peu comme aujourd'hui, mais de mettre les régulateurs, de mettre les acteurs financiers pour pouvoir aborder des sujets spécifiques et de pouvoir développer du transfert de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte au Maroc, donc vous allez le voir dans l'étude qu'il y a différents sujets, mais un des sujets importants, c'est qu'il n'y a pas de service de seconde génération. Je ne parle pas forcément d'épargne, mais je parle dans un premier temps de crédit, mais je parle d'épargne. Parce que l'épargne, c'est très important et ça permet d'anticiper les aléas de la vie et c'est quelque chose qui est, in fine, ne peut pas avoir d'effet négatif auprès de la population. Et donc il y a tout un sujet sur comment est-ce qu'on peut développer un bureau de l'innovation avec tous les acteurs dans la salle, avec les fintech, les solutions de mobile money, pour réfléchir à, est-ce qu'on peut réfléchir à alléger le KYC, les documents qui sont disponibles, qui sont demandés dans cette optique d'inclusion financière. Voilà, après le partage de données, c'est quelque chose qui est également important. Quelque chose qui a été développé par d'autres pays et qui est assez simple à faire, c'est la mise en œuvre, assez simple, je m'entends, c'est la mise en œuvre d'un portail, d'un site web de l'inclusion financière en fonction, avec une capillarité, en fonction des différentes zones, en fonction des différentes régions. Et ça, c'est quelque chose qui est également important parce que ça nous permet de voir, par exemple, dans certaines régions, il faut pouvoir, il y a par exemple un manque d'agents, il y a un manque, ce qu'on appelle le réseau d'acceptation qui pourrait être à développer. La mise à jour de ce portail pourrait se faire de manière trimestrielle, pourrait aussi être liée à ce qu'on a mentionné plus haut, le bureau de l'innovation. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait en tout cas être envisagé. Voilà, et le dernier point sur les recommandations, c'est effectivement d'encourager l'adoption à grande échelle. On a beaucoup parlé aujourd'hui de government to people, et donc c'est vraiment ce genre d'initiative qu'il faut continuer à pousser. Et je viens de parler du bureau de l'innovation. Le bureau de l'innovation, il est aussi important parce qu'il permet de partager de l'information. Aujourd'hui, je ne dirais pas que l'information elle n'est pas disponible. Je dirais que les acteurs nous disent qu'ils n'ont pas accès, en tout cas, à assez d'informations pertinentes pour savoir, par exemple, dans telle région du Maroc, il faut que j'axe plus sur l'éducation financière, il faut que j'axe plus sur des produits financiers de première génération ou des sujets de ce type. Donc, il y a tout un panel de recommandations qui est aussi détaillé dans le rapport sur comment est-ce qu'on peut proposer une assistante
une assistance technique auprès des solutions de mobile money pour atteindre les segments mal desservis ou en tout cas qui sont sous-desservis. Et puis après, soutenir l'adoption sur le marché, ce qui pourrait être pertinent, et c'est ce qu'on a fait dans d'autres pays, c'est de piloter, de cibler certaines régions aujourd'hui où l'inclusion financière n'est pas très développée et de mettre vraiment beaucoup d'efforts simultanés sur cette région-là. On s'est rendu compte que, et ça c'est une étude qu'on a fait dans d'autres pays, si on fait par exemple des campagnes d'éducation financière juste dans certaines régions, mais de manière assez allégée, ça peut ne pas être aussi porteur que si on se focalise juste sur 2 régions spécifiques en mettant tous nos efforts sur 2 régions. Parce que de fait, si on sensibilise juste aux solutions de mobile money, mais qu'il n'y a pas, in fine, le réseau d'agents, on peut faire le dépôt, le retrait, si on ne peut pas recevoir les pensions, eh ben c'est quelque chose qui ne servira pas, qui ne sera pas utilisé tout de suite. Alors que si on se focalise sur 2 régions, c'est quelque chose qui peut être en tout cas testé, de voir l'évolution et l'uptake de ce type de service. Voilà, encore une fois, vous avez toutes les recommandations dans le rapport. Merci. On va passer aux questions-réponses maintenant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. Bonjour, je m'appelle Eric Asmar, je représente le laboratoire d'innovation Habismala. J'ai une petite question, je n'ai pas vu mention de l'interopérabilité des monnaies mobiles, qui est quand même, d'un point de vue réglementaire, une innovation. C'est assez particulier au Maroc, il y a très peu de pays qui exigent cette interopérabilité. Est-ce que vous avez quelques mots à dire sur l'état des lieux de ces travaux ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est un sujet, en tout cas, l'interopérabilité. Alors nous, au niveau du PNUD, on pense que l'interopérabilité, elle est intéressante, mais il ne faut pas qu'elle intervienne trop tôt dans le marché. Parce que si on développe... alors, ce n'est pas le cas au Maroc, mais si on essaye de forcer l'interopérabilité vraiment dans des marchés qui sont naissants, eh ben ça va mettre en concurrence, disons que le marché privé ne va pas vouloir développer son réseau d'agents parce qu'il va le partager potentiellement avec d'autres acteurs. Donc c'est un sujet, en tout cas, l'interopérabilité qui est assez technique. On a effectivement dans l'étude tout un pan sur l'interopérabilité et on pense qu'il y a aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a les switches HPS au Maroc, aussi le switch mobile, et qui ont un vrai rôle, en tout cas, à jouer en termes d'innovation. Aujourd'hui, de notre expérience, on ne pense pas que ce soit le point aujourd'hui au Maroc qui empêche d'arriver à l'échelle, parce que l'interopérabilité, elle est aujourd'hui possible, et voilà, ça permet, en tout cas, ce n'est pas un levier bloquant qu'on voit au Maroc. Oui, au fond de la salle, je vous en prie. Merci pour votre présentation. En fait, aujourd'hui, on a un sérieux problème, en tout cas sur le mobile money, par rapport au réseau d'acceptation. En tant que client si j'ai un wallet, j'ai très peu d'endroits où je peux payer avec, à part dans certaines grandes surfaces. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des idées de benchmark ou comment forcer, surtout les commerçants de proximité, à adopter le mobile money, sachant qu'aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à le faire? Pour une simple raison que ça favorise, voilà, faut le dire, ça favorise le noir, ils n'ont pas intérêt à payer trop d'impôts, ils sont aujourd'hui imposés au forfait. Est-ce qu'il n'y a pas des pays, par exemple, où on a imposé, où on a interdit, par exemple, aux fournisseurs de ces épiceries-là de transporter du cash? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tous les fournisseurs de boissons gazeuses, de produits laitiers, etc., ils se font payer par cash. Ils deviennent des convoyeurs de fonds. Ils transportent des quantités énormes de cash qui peut poser éventuellement des problèmes de sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, par exemple, d'interdire à ces fournisseurs de collecter du cash de ces commerçants-là pour forcer les commerçants
à eux-mêmes aller chercher du paiement mobile auprès de leurs clients. Est-ce qu'il y a des pays qui ont fait ça ou est-ce qu'il y a d'autres idées de ce genre-là pour accélérer peut-être l'adoption auprès des commerçants? Merci. Le paiement marchand, c'est effectivement un sujet qui est très important et un levier qui permet de... Enfin, c'est vraiment tout le sujet. C'est à partir du moment où j'ai accès à mon compte, où je reçois de l'argent sur mon téléphone, qu'est-ce qui va faire que je ne le retire pas en une fois? C'est vraiment la capacité de ce paiement marchand. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser mon compte mobile money pour pouvoir payer chez un épicier. Et c'est vraiment l'incentive qui va me permettre de garder de l'argent sur mon... enfin voilà, la motivation qui va me permettre de garder de l'argent sur mon compte mobile money. Spécifiquement sur votre question, l'Indonésie avait planché, en tout cas sur ce type de sujet-là, pour réglementer et, comment dire, pas autoriser, mais pour forcer les opérateurs à développer ce type de service-là. Il fallait que ça passe forcément par mobile money. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'a pas forcément marché, c'est qu'on est plus, en tout cas, on aurait plus envie de prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut favoriser la population, comment on peut l'inciter à utiliser plus ces solutions de paiement mobile. Et aujourd'hui, il y a assez peu de solutions, notamment ça commence à se développer en Afrique de l'Ouest, mais c'est souvent porté par les acteurs eux-mêmes. Et c'est eux qui ont les bons incentives qui permettent de développer le paiement marchand mobile money. Pour donner quelques exemples, ça tourne souvent autour de la fidélisation. Ça tourne autour d'un programme de fidélité qui fait que si je paye par exemple mon prestataire, au bout de la 3e fois, je vais avoir une partie de ce paiement qui me sera remboursé, où je vais pouvoir, quand on parle de paiement auprès des opérateurs télécoms, on peut gagner après par exemple des appels téléphoniques, des transferts, des frais comme ça. Donc c'est plus, nous ce qu'on a vu, ce qui marche dans d'autres pays, c'est l'incitation positive, et in fine la vraie problématique c'est, encore une fois on tombe sur le téléphone, c'est compliqué à utiliser, comme vous dites, il n'y a pas d'intérêt à utiliser le téléphone. Enfin, quand je suis en zone rurale, que je veux payer mon coca, pour ne pas les citer, j'ai plus intérêt, ou mon taxi, j'ai plus intérêt à sortir mon billet plutôt que mon téléphone portable, parce que ça va être plus rapide. En face, la personne qui va recevoir mon argent, elle sait ce que c'est que l'argent, donc elle va prendre mon billet sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas si on a plusieurs solutions de mobile money qui ne sont pas interopérables. Ça n'a pas besoin, le cash, ça n'a pas besoin de réseau. Donc c'est vraiment toute la problématique de quelle est la valeur ajoutée et la proposition de valeur par rapport aux clients. Et pour ce faire, le bureau de l'innovation, je pense, pourrait développer, se focaliser sur ces types de paiement marchand. Mais en tout cas, je suis aussi disponible pour en parler après la session. C'est un sujet passionnant. On va prendre une dernière question. Un petit commentaire rapidement pour rebondir sur la remarque de Sir Omar. On pense aussi qu'au-delà de l'interdiction, pour le cas qu'il a cité, il y a aussi des réflexions à mener, et elles sont menées par le secteur privé et par le PNUD aussi, pour voir comment développer des usages et des services à proposer à ces commerces de proximité qui vont du coup ne plus les contraindre, mais les encourager par un gain de chiffre d'affaires. Donc en intégrant des solutions digitales, ils vont pouvoir vendre plus de services, et là ça peut être un élément qui peut les motiver. En tout cas, c'est ce qu'on croit aujourd'hui, et on oriente beaucoup nos réflexions à ce niveau. Tout à fait. Najwa, on a le temps pour... Bonjour, je m'appelle Sarah Mana, je suis avocate spécialisée dans la fintech, particulièrement fonds d'investissement, hedge fund et solutions de tokenisation des actifs. Non, à Londres et à New York. Et justement, c'est ma question. On a parlé de solutions de paiement. Quand on parle de fintech, on parle de paiement, mais on parle aussi d'autres solutions de fundraising, d'investissement. Et les solutions de décentralisation financière sont révolutionnaires par rapport aux investissements, comment on fundraise, comment on liquéfie les actifs actuellement.
Et je pense que dans un marché comme le Maroc, on pourrait bénéficier énormément, notre écosystème pourrait bénéficier de ces solutions-là afin d'apporter des capitaux pour les startups, en venture capital, private equity, dans différentes sortes d'industries. Et donc je m'interroge en fait sur les efforts qui sont faits pour prendre en compte ces technologies-là dans la régulation financière marocaine. Et évidemment, c'est un peu complexe, ce qui peut se comprendre, mais je pense que c'est inévitable. Et donc c'est une interrogation que j'ai. Et que monsieur le gouverneur pourrait peut-être y répondre. Oui. Où est-ce qu'on passe la parole à Madame Alamani? Non, moi je ne me porte pas garant de la régulation au Maroc. Non, juste avant peut-être de vous passer la parole, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sujet qui se développe en tout cas dans différents marchés, et on voit qu'il y a un vrai, en tout cas, besoin de convergence entre la réglementation, la capacité des acteurs à innover. C'est pour ça qu'on propose un bureau de l'innovation qui peut permettre d'aborder tous ces sujets-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la technologie, c'est pas un problème. Aujourd'hui, elle existe, elle est disponible. Ce qu'on voit au Maroc, c'est qu'il y a assez peu, et ce qui est vrai dans d'autres pays, c'est qu'il y a assez peu de partenariats et de collaboration, par contre, entre les fintechs, entre les acteurs bancaires, les établissements de paiement, qui peuvent nous permettre d'arriver, par exemple, à des services d'épargne, des services de crédit, ou avoir des services encore plus portés en termes d'inclusion financière. Donc c'était juste ce que je pouvais dire. Est-ce que la Banque centrale souhaite dire un mot ? Merci pour la question. C'est une question importante et qui est toujours au cœur des préoccupations de la Banque centrale. D'ailleurs, vous avez parlé de la finance décentralisée. La question sur les cryptoactifs, on a commencé à la suivre depuis qu'il y a eu un mouvement des premiers cryptoactifs au Maroc commencent à être utilisés comme moyen de paiement et que nous avions vu en 2016. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avions d'abord émis notre premier communiqué. C'était un communiqué avec le ministère des Finances. L'Office d'échange avait précédé avec un communiqué où il interdisait et sur lequel nous avons plutôt, d'un point de vue protection du consommateur, dit attention, c'est pas quelque chose qui répond à la définition d'un moyen de paiement. C'est plutôt un moyen, enfin, c'est très spéculatif, c'est très volatile, et donc il n'y a pas de réglementation dans ce sens, c'est-à-dire qu'en fait c'est à vos risques et périls in fine. Et bien sûr, c'est aussi, il vient en confrontation avec un certain nombre de réglementations, notamment la réglementation de change et la réglementation sur la lutte anti-blanchiment. Donc c'était notre premier communiqué et nous suivons ça parce que l'idée, en tenant compte de tout ce qui se fait à l'international. D'ailleurs, on a un groupe de travail national actuellement. C'était un comité ad hoc au départ. Là, c'est un groupe de travail national avec l'ensemble des parties prenantes, ministérielles et autres, pour véritablement réfléchir à une réglementation, à une loi qui puisse encadrer l'utilisation des cryptoactifs. D'ailleurs, après-demain, nous avons un atelier dédié, parce que les experts de la Banque mondiale seront là, sur la question. Et l'idée, et M. Louali, d'ailleurs, dans ses sorties médiatiques, à chaque fois, il rappelle, parce que l'idée, c'est de ne pas de mettre en place une réglementation ou une loi qui soit spécifique au Maroc. Ce qui est important, de par le monde, c'est d'avoir une réglementation un peu unifiée, qui renseigne sur les risques, qui est un peu unifiée, pour ne pas avoir ce mouvement de migration vers les pays où la réglementation n'est pas aussi aux meilleurs standards internationaux. Voilà. Merci beaucoup et à tous. Nous avons avec nous en ligne deux pays, le Brésil et l'Inde, les secrétaires généraux des ministères de ces deux pays. Donc nous prenons une pause de 10 minutes, si vous permettez, et nous revenons dans 10 minutes. Essayons de respecter le temps, s'il vous plaît. Merci.